4 associations pour aborder la thématique de l'engagement et du bénévolat. Et donc nous avons 4 associations du 12e arrondissement qui s'investissent pleinement d'ailleurs par leurs actions dans le 12e, dans nos quartiers, mais j'ai l'impression aussi en me renseignant un peu, et c'est vrai que sachant que nous également nous sommes une association du 12e, nous nous connaissons un petit peu et je sais que vous réalisez réellement des belles actions dans le 12e, vous mettez des outils innovants, créatifs à disposition des habitants qui le souhaitent ou qui veulent juste s'informer. Et donc aujourd'hui, on a un temps très court, bien évidemment, un temps d'échange très court. Donc pour commencer, je vais juste vous laisser vous présenter chacun vos associations respectives. Et à la suite de ça, nous donner un petit retour d'expérience sur les actions, les innovations que vous mettez en place, les outils que vous mettez en place pour les acteurs pour les habitants de vos quartiers. Bonjour ma chère Léa. Donc tu fais partie de l'association Asteria. Et donc présente-nous un petit peu Asteria. Depuis combien de temps Asteria existe? Que faites-vous exactement? Alors, on est une association qui existe depuis 2014. On était basé dans le 12e, on est aussi beaucoup dans le 18e, beaucoup dans le 10e. C'est un peu nos 3 arrondissements de prédilection. Et on s'intéresse à l'action de l'engagement citoyen. L'idée, c'est de mettre en relation en fait des personnes qui ont envie d'agir, mais qui savent pas forcément trop comment pour plein de raisons. Parce que déjà, le monde de l'engagement citoyen est complexe et on s'y retrouve pas toujours très bien. Je pense qu'on en parlera. Et aussi parce qu'on peut avoir des contraintes personnelles, familiales, professionnelles qui fait que c'est compliqué de s'engager. Et donc on met ces personnes en relation avec des structures qui leur permettent d'agir sur les causes qui leur tiennent à cœur. Et autour de cette question-là, du coup, on développe pas mal d'outils, d'actions qui visent à renforcer l'engagement citoyen dans notre société. À travers notre cœur de projet, c'est l'accompagnement individuel et collectif de ces personnes à travers des personnes à Asteria qui s'appellent les connecteurs et les connectrices citoyens et citoyennes, qui donc tout simplement en fait rencontrent ces personnes qui ont envie d'agir, les mettent en relation, essayent de mieux définir aussi leurs envies, leurs motivations. Et puis autour de ce vraiment cœur de projet, on a différents outils comme le guide pour agir, des formations ouvertes à toutes et toutes, des vidéos, des ateliers, débats, etc. Et effectivement, j'ai beaucoup entendu parler du guide pour agir, mais également, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous faisiez beaucoup de cafés, débats au sein d'Asteria. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, on appelle ça nous les cafés envie d'agir. L'idée des cafés, c'est que autour d'une thématique particulière qui change toutes les semaines, voire tous les mois, on en fait plusieurs par mois. On invite toute personne qui est intéressée par cette thématique à venir discuter des problèmes à résoudre autour de cette thématique, mais surtout en fait des solutions qui sont proposées par les acteurs associatifs, coopératifs, les collectifs citoyens, pour résoudre nos problèmes de société et agir à leur côté. Et donc, c'est vraiment des cafés débats qui sont centrés de façon très informelle sur les solutions, comment agir sur cette thématique. Et est-ce que ça prend, est-ce que ça mord auprès des habitants, des personnes? Tout à fait. Après, on en organise dans différents contextes. Le plus souvent, c'est dans des cafés, dans des bars, mais ça peut être aussi dans des événements comme celui-là ou dans d'autres. Je pense que ce qui est beaucoup recherché, c'est le contact en fait avec des personnes qui agissent concrètement sur le terrain et d'avoir leur retour d'expérience et en fait désacraliser un peu l'engagement, montrer que c'est pas si compliqué, que c'est possible, qu'on peut trouver un engagement qui nous convient, qui est adapté à nos contraintes. Et ça, je pense que les gens en ont beaucoup besoin. D'accord, donc c'est en quelque sorte créer du lien, permettre aux gens de se rencontrer, de trouver des solutions ou même juste de les informer, de leur permettre d'être toujours dans l'action en quelque sorte. Et je sais pas pour vous, est-ce que vous êtes un peu comme Asteria, l'engagement, le bénévolat, de quelle manière vous l'inscrivez dans vos actions au quotidien? Alors moi je représente l'association Kabupaka, oui, qui est née en 2013 à Paris, implantée dans le 12e depuis 2015. Oui. Et qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens s'engagent dans des actions alternatives qui construisent une société plus humaine, plus écologique et plus solidaire.
Et nous, on est persuadés que passer de l'indignation à l'action, il y a souvent qu'un pas à franchir. Mais pour faciliter justement ce passage vers l'engagement, on développe, nous, une cartographie qui est née à Paris donc en 2013, qui recense ce qu'on appelle, nous, des alternatives citoyennes, c'est-à-dire des solutions locales, concrètes, portées par des citoyens dans les territoires et qui transforment les manières de vivre, d'agir, les quartiers, les territoires plus largement, puis aussi, surtout, qui développent la capacité d'agir des individus. Et cette carte, elle a beaucoup grandi depuis 2015. Elle est devenue une carte nationale. Maintenant, on référence partout en France ces initiatives. On a plus de 2200 alternatives référencées sur notre carte. Et donc, notre outil principal, c'est cette cartographie que vous pouvez retrouver sur notre site www.kaupacap.info, sur lequel on a adossé cette carte à un moteur de recherche qui permet à chacun de se géolocaliser, de chercher aussi des thématiques qui l'intéressent tout particulièrement, comme fait Astaria. Et à travers ça, d'aller en quelques clics vers l'engagement, en sachant ce qui existe la plupart du temps à 2 pas de chez soi, porté par des gens, des femmes et des hommes ordinaires comme nous, et de savoir comment les rejoindre et aussi pourquoi. D'accord, et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de cette carte interactive, et depuis en fait, parce que c'est un peu c'est comme ça qu'est né, je crois, Cap ou pas Cap. C'était l'envie aussi de permettre aux gens de trouver le chemin en fait pour pouvoir s'engager. C'était un peu l'impulsion que le président de l'association avait donnée. Et depuis alors la création de Cap ou pas Cap, et depuis la création, donc ce cheminement qui a amené à cette carte interactive, est-ce qu'il y a eu selon vous, alors, avec un retour d'expérience, avec un regard extérieur, est-ce que selon vous il y a un engouement, il y a plus d'engouement autour des initiatives créatives? Est-ce que les personnes, grâce à cette carte interactive, par exemple, que vous mettez en place, les gens s'y intéressent davantage? Je pense que effectivement, en fait, on voit beaucoup chaque jour de citoyens qui lancent des solutions un peu partout en France, des points qui se multiplient sur notre carte. Et on voit aussi de plus en plus d'autres cartes se lancer, qui référencent elles aussi des actions solidaires un peu partout en France. Et pour nous, on considère que c'est bien plus que des petits mouvements locaux, mais que c'est un mouvement plus profond de transformation de notre société. On voit bien que la plupart des gens qui cherchent à s'engager sont aussi à la recherche d'un sens et de moyens d'agir face à des situations qu'on connaît tous, des enjeux qui nous touchent tous. Et moi, je suis rentré à Cap ou pas Cap justement parce que c'était assez compliqué pour moi de me retrouver dans ce qui existait déjà, et puis de chercher d'autres moyens d'agir, on va dire en dehors de la politique traditionnelle des partis, et de pouvoir trouver là où j'habite, là où je travaille, des moyens de faire avec d'autres qui sont de l'ordre du quotidien et qui permettent aussi concrètement de répondre à des enjeux aussi énormes que la précarité à côté de chez soi, ou de lutter contre le réchauffement climatique, ou des choses qui nous paraissent parfois si larges et si complexes qu'on a peur ou qu'on se sent peut-être même incapable de changer quoi que ce soit. Et pour nous, ce changement-là, il passe d'abord par donner des exemples concrets de gens qui sont pas si différents de nous et qui ont franchi le pas, et de montrer que, en fait, bien loin de se résigner, il y a plein d'exemples qui nous donnent encore l'envie d'espérer et de croire qu'on est capable de changer notre société. D'accord, et donc Cap ou pas Cap est dans cette lancée et a permis de permettre à beaucoup de personnes de se mettre en mouvement en fait. C'est ce qu'on essaye de faire. On a commencé avec un nouveau site qu'on a sorti à comptabiliser à peu près le nombre de personnes qui fréquentent notre site chaque mois. Et depuis qu'on a lancé notre site en 2015, il y a à peu près 170 000 personnes qui sont connectées sur notre carte, qui ont fouillé sur notre carte, ce qui les intéresse. Chaque semaine aussi, il y a des gens qui s'engagent dans les alternatives, puisqu'on a un compteur sur notre site qui justement permet de comptabiliser les gens qui sont directement les contacter des alternatives pour les rejoindre. Et chaque semaine, c'est plusieurs personnes qui les rejoignent. Donc ça fait partie de ces petits pas de fourmis qu'on incite à faire partout, et qui au final, quand on les regarde un peu plus loin, nous donne aussi la conviction que c'est un mouvement assez large qui est en train d'émerger. Très bien. Et Alix, toi au sein de l'association Benenova, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cet engagement? Enfin, en tout cas, je sais que Benenova, il y a quand même une racine de bénévole, enfin si dans le mot, et donc dis-nous exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom Benenova. Ouais, alors nous on a été créé il y a 5 ans maintenant, et on est parti un peu du même constat qu'a fait Cap ou pas Cap et Astaria. Vous êtes une jeune association ou c'est
5 ans, je sais pas. 5 pour ans, moi, c'est jeune. très bien, ouais. Pour moi, 5 ans, c'est encore jeune. On est parti un peu du même constat, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement bénévole a changé. Aujourd'hui, les gens ont encore envie de se rendre utiles, ils ont envie d'agir auprès de chez eux, ils ont envie d'agir pour des thématiques qui leur tiennent à cœur, mais ils ont beaucoup de freins qui leur sont imposés. Donc, tu en parlais tout à l'heure, Léa, et ça peut être un emploi du temps pas linéaire, ça peut être ne pas connaître le milieu associatif, ça peut être une situation personnelle un peu compliquée. Et nous, en fait, on s'est dit qu'on allait et de l'autre côté, oui, les associations, c'est compliqué pour elles d'accueillir des bénévoles pendant seulement 2 heures, 3 heures. C'est un peu compliqué, ça leur demande souvent beaucoup plus de travail que ce que ça leur apporte. Et nous, on s'est dit qu'on allait vraiment faire le lien entre ces deux besoins et qu'on allait créer un outil qui permettrait aux bénévoles de s'engager facilement et qui ne soit pas un poids pour les associations. Du coup, on a un calendrier d'actions qui sont toutes ponctuelles, qui sont toutes de moins de 3 heures ponctuelles. Ça veut pas dire que pour l'association, ça va pas être toutes les semaines. Ça veut dire que le bénévole peut s'inscrire une fois s'il le souhaite ou une fois par jour s'il le souhaite. C'est vraiment, il n'y a pas de minimum d'engagement. Chacun est libre d'agir. Et aujourd'hui, on a à peu près 250 actions par mois avec une centaine de partenaires associatifs. On a des personnes qui peuvent s'engager. On est dans les thématiques de l'environnement, la précarité, le handicap et l'intergénérationnel. Donc c'est très diversifié selon tous les besoins et c'est des missions qui sont accessibles à tous. Donc c'est des missions, on n'a pas besoin de compétences spécifiques, on n'a pas besoin d'avoir une voiture parce que tout est accessible en transport en commun. Et ça peut aller de la distribution de repas chauds avec l'Armée du Salut pour le plus, on va dire, cliché dans l'engagement bénévole, à aller faire tous les lundis soirs, par exemple, on a une action qui est d'aller nager avec des personnes en situation de handicap mental où il y a 1h30 où la piscine est ouverte seulement à ces personnes et du coup c'est venir les aider à un petit peu sortir de leur bulle, à nager avec eux, etc. C'est très très large, ça peut être aller faire des ateliers en maison de retraite ou une sortie avec des déficients visuels, ça peut être récupérer des invendus du marché justement au kiosque citoyen à côté d'ici ou bien aller trier des vêtements à la Croix-Rouge. Enfin voilà, il y a tout type d'action et c'est vraiment, on veut être une première porte à l'engagement bénévole pour que les gens se rendent compte qu'en fait c'est simple de donner son temps facilement et puis qu'après au bout d'un moment ils se disent tiens, pourquoi j'aiderais pas un peu plus en dehors de Bénénova avec cette association que j'ai rencontrée, tiens, voilà, et que au bout d'un moment ils s'impliquent plus. D'accord. Est-ce que vous le voyez ça d'ailleurs, vous simplifiez, c'est une simplification en fait du passage à l'acte. Exactement. Parce que les personnes, comme vous l'avez très bien expliqué, n'ont pas forcément le temps ni les connaissances, tout simplement. Et est-ce que vous voyez, vous, qu'il y a un changement ou du moins, est-ce qu'il y a une continuité est-ce que vous le remarquez dans l'engagement? Par exemple, vous simplifiez, vous ouvrez la porte, il accepte ce premier, cette première expérience. Et par la suite, est-ce que ils s'engagent encore et encore? Bah ouais, on a plus de 50% de nos associations partenaires qui ont recruté des bénévoles internes et pour certaines c'est des dizaines de bénévoles qui du coup sont restés et se sont impliqués en fait auprès de l'association. Et après on a beaucoup de personnes qu'on voit depuis 1 an et demi et qu'on connaît parce qu'ils font plein d'actions avec nous et que en fait ça leur plaît de découvrir, de tester. On a vraiment tout type de personnes qui s'impliquent auprès de nous et c'est ça qui est bien. Il y en a qui trouvent ça bien et nous on trouve ça génial, même pour nous de donner 2 heures, une année de leur temps. Pour nous c'est quelque chose de plus que de rien faire et il y en a qui s'impliquent tous les jours, donc voilà, ça dépend des gens. Donc c'est en tout cas bravo pour tout ce que vous faites pour faciliter, aider les gens à être toujours dans l'action, à être toujours dans l'envie d'être accompagné ou d'accompagner les autres. Et c'est vrai que toi, David, qui fait partie de l'association Transition 12, j'ai cru comprendre que c'était une très jeune association, pour le coup. Alors, c'est intéressant parce qu'on va tout de suite aborder des questions de vocabulaire. On n'est pas une association. Ah. On est en fait un collectif et on fait partie d'un mouvement qui est un mouvement anglais qui est devenu très connu en France grâce au film Demain, puisque une grande partie du film est consacrée à des exemples de projets citoyens au niveau local qui ont été faits en Angleterre. On a aussi entendu parler de mouvements et de projets comme les Incroyables Comestibles. Donc en fait, la subtilité de notre approche, c'est qu'on utilise en fait des modèles qu'on retrouve dans les écosystèmes. C'est pour ça que le modèle de référence sur lequel on est fondé, c'est la permaculture.
Et donc en fait on a un collectif parce qu'on n'a pas de structure, on n'a pas de, je fais partie d'associations par ailleurs, on n'a pas de bureau, on n'a pas de financement, on n'a pas de président. C'est un fonctionnement auto-organisé qui est émergent, qui est organique. En fait les gens, en l'occurrence dans le 12e, dans notre projet dans le 12e qui est une initiative locale, c'est des monsieur, madame, tout le monde du 12e, il y a des enfants, il y a aussi des arbres, des oiseaux, on travaille, on réfléchit par rapport à l'écosystème naturel. Et donc, en fait, immédiatement, on s'auto-organise. Donc, la base du projet, c'est d'abord la convivialité. On se rencontre, on fait connaissance et on développe au fur et à mesure, en émergence, sans planification et sans ordre du jour des projets. Et donc, on s'inscrit dans le temps et on s'inscrit aussi dans le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on habite ici, on a le temps, on est là aujourd'hui, on est là dans 6 mois, on est là dans 1 an et on pousse progressivement. On a fait, par exemple, pour être concret, des projets d'installation de compost collectif. Donc, c'est toujours la dimension collective. On travaille toujours dans des groupes émergents, en fonction des envies des gens. Donc, on avait envie de travailler sur le compost, on en a donc créé. C'est toujours des projets qui sont de petite taille au départ. C'est l'école anglaise du Small is Beautiful, ce qui est petit et beau. Et donc, comme dans la nature, la graine pousse et sans racines devient très profonde, très solide et grandit en fonction de la lumière, des interactions, des gens qu'on rencontre. Donc en fait, on a beaucoup renouvelé aussi les approches de l'engagement, notamment dans le monde écologiste. Mais évidemment, c'est pas un projet seulement écologiste, c'est aussi social très profondément, puisque une des bases de référence de notre mouvement, c'est la résilience. Et c'est pour préparer en fait les territoires en partant du local au changement climatique, dont on voit tous les jours aujourd'hui, on en parle dans la presse en permanence, bouleverse nos écosystèmes et nos modes de vie, avec beaucoup d'inquiétudes. Et nous, on répond avec un réancrage au niveau local qui redonne de l'espoir. Donc c'est aussi un lieu où les gens échangent, apprennent. Il y a vraiment toute une réflexion qui est très profonde, mais qu'on ne théorise pas. C'est-à-dire que quand les gens nous rejoignent, on est des monsieur, madame, tout le monde, donc on part sur des exemples concrets, on fait des choses concrètes, mais c'est très puissant derrière le modèle. Ça permet aux gens, en s'auto-organisant, d'apprendre les uns des autres. Donc on apprend énormément des choses comme tout ce dont on parle aujourd'hui dans les entreprises, des projets collaboratifs, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a une dimension holistique en fait, qui recouvre toutes les thématiques de la société contemporaine, mais aussi les enjeux personnels. Il y a la santé, il y a le bien-être, l'équilibre, il y a aussi les réflexions sur le changement climatique qui peut faire peur à beaucoup de monde. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a une marche pour le climat qui justement a émergé de citoyens qui n'étaient pas engagés. Donc nous, on s'y retrouve tout à fait. D'ailleurs, on a contacté Maxime qui organise cette marche et on a eu des discussions intéressantes. Il connaissait le mouvement. Et donc l'idée, c'est ça. C'est l'auto-organisation. On fait comme les écosystèmes naturels. Et donc, la notion de bénévolat n'est pas forcément un point de référence unique, puisqu'évidemment, les gens font des choses. Personne n'est payé dans ce mouvement. Mais c'est pas du tout l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est vraiment de s'approprier une compréhension systémique, c'est-à-dire globale des enjeux qui recouvrent évidemment l'écologie, les questions sociales, les questions économiques. On a un projet aussi sur la transition, sur l'économie de la transition, sur des approches qui sont très différentes du monde d'aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus observées par des chercheurs en sciences sociales. Il y a beaucoup de gens qui vont en Angleterre voir les projets du mouvement des villes en transition. On est passé en 10 ans de un groupe local à plus de 2000. Et Rob Hopkins, qui est un des fondateurs du mouvement, dit on n'est même pas au courant, nous, de tous les mouvements qui se créent, puisqu'en fait, c'est un peu comme le modèle open source. Tout est en ligne. Il y a un guide de la transition, le manuel de la transition. Il y a énormément de vidéos, le film demain, etc. Il y a eu d'autres films qui ont été tournés en France. Il y a un village qui est passé en transition complètement. Les 4000 personnes à Ungesheim, en Alsace, qui était connu déjà pour un musée sur l'écologie, mais en fait, ils se sont aperçus, grâce à ce film documentaire de Marie-Monique Robin qui a travaillé sur la question de Monsanto, que le village entier, on le voit dans le film de 2 heures, s'est mis en marche ensemble, et ils ont autogéré leur projet, et ils ont passé tout le village en transition avec plus d'une 40aine de projets sur tous les sujets. L'habitat, l'alimentation, l'éducation, voilà. Donc en s'auto-organisant, en partant d'une locale, on peut tout réinventer. C'est ça la philosophie. Donc la philosophie de Transition 12, donc c'est le collectif, si je crois comprendre, et aussi trouver un certain équilibre dans l'écosystème, trouver un certain équilibre pour avancer et trouver des solutions. Alors c'est en fait l'équilibre se fait c'est un équilibre dynamique, mais effectivement on se met en réseau avec beaucoup d'acteurs existants. On ne prétend pas réinventer ce qui est fait déjà.
On va peut-être apporter une démarche, une dimension systémique, c'est-à-dire que des associations qui ont des objets plus précis, on peut leur donner un contexte de réflexion plus large. C'est souvent là où on est sollicité parce que les gens veulent faire le lien avec la question écologique, avec la question du changement climatique dont tu as parlé précédemment, qui est une question qui semble très perchée, très générale et qui n'a pas de rapport avec les actions concrètes. Or, c'est bien l'inverse. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du compost collectif, parce que ce petit projet a, comme souvent en permaculture, a plusieurs fonctions en même temps. Et avec un projet, on fait 5 ou 6 choses différentes, fondamentales. On fait, il y a œuvre de pédagogie, les gens comprennent ce que c'est que les déchets, comment on peut concrètement, effectivement, aborder cette question différemment. On crée du lien au niveau local, par exemple dans un immeuble, les gens se mettent à parler, à discuter comment on le met en place. On apprend beaucoup de choses sur l'écologie et on peut ensuite développer d'autres projets qui sont synergiques et qui, en apparence, n'ont pas de rapport direct, mais qui en ont. Si vous faites un compost collectif, vous avez du compost, vous pouvez créer un jardin en pied d'immeuble partagé. Du jardin partagé, vous allez pouvoir ensuite mettre peut-être une ruche et de là mettre de l'énergie sur les toits. Donc on est en réseau avec beaucoup de projets qui existent dans le 12e. En tout cas, oui, c'était un peu la question. Enfin, c'est une bonne transition que tu me donnes là, David, parce que je voulais savoir, sachant que vous êtes 4 associations assez actives dans le 12e arrondissement et en plus qui travaillent un peu sur les mêmes thématiques, je voulais savoir si vous arrivez ou si vous avez trouvé des temps où vous pouviez travailler sur des sujets en commun, en fait. Est-ce que vous avez travaillé déjà ensemble ça fait peut-être 2 ans ou 1 an que Transition 12 est dans le 12e, mais pour vous, Asteria, Benenova ou Cap ou pas Cap, est-ce que vous avez déjà trouvé des moments pour pouvoir travailler sur ces thématiques ensemble? Alors déjà, on a eu la chance de partager des locaux pendant à peu près 2 ans et demi, donc ce qui nous a déjà bien rapprochés avec Asteria et Cap ou pas Cap. On se connaît très bien et c'est vrai que Benenova, on a travaillé avec Cap ou pas Cap quelques fois dans la construction de leur projet de boîte à dons et de leurs projets alternatifs qu'ils mènent eux-mêmes et on travaille au quotidien avec Asteria sur leur projet des connecteurs citoyens. Dans le sens où certaines personnes en situation de handicap ou en situation de précarité ou d'exclusion, parfois faire une mission Benenova, ça leur permet d'avoir le premier pas dans l'associatif. Donc voilà, je te laisse. Si tu veux rajouter quelque chose, effectivement, Léa. Oui, de façon même plus générale que ça, je pense que toutes nos associations sont fondées sur les relations qu'on peut nouer avec tout l'écosystème associatif, collectif, citoyen qui nous entoure. Enfin, nous, en gros, on fait rien sans les structures qui permettent aux gens qui viennent nous voir pour s'engager, qui leur permettent de trouver l'engagement qui leur correspond. Donc, toute notre démarche à Asteria, elle est fondée sur la connexion qu'on peut avoir, la relation qu'on peut avoir avec Benenova, Cap ou pas Cap, Transition 12, mais en fait, dans l'idéal, toutes les structures qui s'impliquent dans Paris et les villes alentours de Paris, quoi. Et pour Cap ou pas Cap, est-ce que travailler en réseau est indispensable pour avancer dans cette thématique, pour avancer tout court? Je rejoins complètement ce que viennent de dire Asteria et Benenova. Ça nous arrive très souvent quand on va sur des événements dédiés au monde associatif d'avoir un stand commun dédié à l'engagement. On va présenter en fait des outils qui sont très proches et en même temps différents. Que ce soit justement les calendriers d'engagement de Benenova ou les cafés envie d'agir d'Asteria et puis notre cartographie. Et puis plus particulièrement sur la question de la cartographie, comme je disais tout à l'heure, quand on a créé notre cartographie, il y en avait finalement assez peu en France. Il y avait celle de Colibri qui existait déjà, mais il n'y en avait pas énormément qui étaient interthématiques comme ça, qui avaient une dimension à essayer de parler justement de tout un tas de sujets. Et ces cartes se sont développées. Il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui se lancent dans la cartographie. Et on travaille, nous, avec beaucoup d'associations qui ont envie ou ont déjà une carte pour justement partager les données, pour regrouper toutes ces informations à un même endroit. On est en train de lancer un projet qui s'appelle transiscope.org, dans lequel nous, d'autres acteurs, vont mettre en commun les données, les informations qu'ils disposent sur ce monde de la transition, ce monde des alternatives, pour donner encore plus facilement accès au grand public à l'ensemble de ce qui existe un peu partout et qui fourmille chaque jour. Et donc pour nous, le but, c'est pas d'avoir une carte à nous seuls dans notre coin, c'est que cette carte-là, elle vive à travers tout un écosystème de sites, d'actions sur le terrain, d'événements, et aussi une manière de travailler et de penser ensemble en tant qu'acteurs d'un mouvement commun.
Et donc, la collaboration, c'est au centre de notre idée même de ce que c'est que le monde associatif. D'accord, merci beaucoup à tous les quatre. Nous allons passer tout de suite, parce que toutes les personnes qui sont autour, qui viennent de nous rejoindre ou qui sont là en train de nous écouter, se posent la question de ce qu'on fait. On est en train de débattre sur la thématique du bénévolat et de l'engagement, et donc 4 associations qui s'inscrivent dans le 12e arrondissement dans ce sens. Et en fait, donc ça fait environ une petite vingtaine de minutes que nous, 25 minutes d'ailleurs, que nous échangeons sur cette thématique. Et Émilie, ma collaboratrice, a, je pense, fait un peu le tour pour récolter quelques questions. Donc Émilie, j'aimerais savoir si les personnes qui sont autour de toi ont pu te confier 1 à 2 questions. Alors effectivement, oui, Rebecca, j'ai 2 questions. Alors la première, je vais laisser le monsieur poser. Bonjour à tous. Moi j'avais une question parce que on voit que vous êtes jeune, en tout cas pour la plupart, que c'est dynamique. Ne le prends pas mal, David. Non, la question c'est par rapport au public que vous accueillez. Donc vous êtes des jeunes bénévoles qui vous êtes engagés par rapport au public que vous accueillez, qui viennent en tant que bénévoles dans vos associations. Est-ce que, pourquoi est-ce que vous sentez qu'il y a une recrudescence d'engagement dans ce sens, et pourquoi ces gens-là s'engagent? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la société qui les fait se mettre en mouvement, comme on peut imaginer avec le changement climatique, des gens qui s'engagent plus vers une conscience écologique? Est-ce que vous pensez dans votre société, dans la société, les gens qui viennent vous voir, qu'il y a une prise de conscience voilà. Merci. Alors, je veux bien prendre la parole en premier, parce que tu as parlé du changement climatique. Et effectivement, pour ce qui nous concerne, c'était l'idée du mouvement en Angleterre. On a parlé du changement climatique beaucoup plus tôt, déjà il y a 10 ans. Et l'idée des villes en transition, c'était de créer un espace où les gens puissent venir pour pouvoir justement passer à l'action à partir des interrogations qui étaient les leurs, des peurs, il y a beaucoup d'inquiétudes, et essayer de transformer cette angoisse en quelque chose de positif. Mais aussi qu'ils soient en rapport direct avec leur vie quotidienne. C'est pour ça qu'on est aussi un projet local. Et on voit venir effectivement pas mal de jeunes, parce que beaucoup de gens ont vu le film Demain dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on est, avec beaucoup d'interrogations et d'envie. Et simplement, l'enjeu est souvent, mais comment on passe à l'action? Le changement climatique, c'est tellement colossal et complexe. Et on permet aux gens de s'approprier un sujet complexe avec des démarches rapides sur des projets concrets simples en apparence. Que ça soit un projet de végétalisation sur place, on est toujours sur les places publiques, on a un projet incroyable comestible sur la place sans nom, où souvent les gens passent, regardent, et après, petit à petit, ils vont monter en compétences et développer des projets plus complexes, et du coup, ça redonne un pouvoir d'agir et de la confiance. Donc on voit effectivement venir de plus en plus des gens avec des questions, et ça s'accélère. C'est pour ça que je parlais de la marche sur le climat tout à l'heure. Voilà. Léa, je peux peut-être rajouter quelque chose. Nous, à Steria, on part souvent de ce constat qu'on fait. Il y a une espèce de discours comme ça ambiant sur on est une société individualiste, égoïste, les gens s'engagent plus, etc. Nous, on part vraiment du principe que ça, c'est complètement faux, mais que simplement l'engagement a changé de forme, s'est diversifié. Tu le disais tout à l'heure, Alix, il y a toujours effectivement des engagements auxquels on est habitué, un bénévolat très régulier, où tu parlais de toute la sphère de la politique partisane, etc. Ça, c'est des engagements auxquels on est habitué, c'est un peu la militance classique, mais il y a aussi plein de manières d'agir. Alors soit plus ponctuel, tu en parlais tout à l'heure, mais aussi dans des collectifs peut-être moins structurés qu'avant, peut-être moins affiliés. Et du coup, notre idée à Steria, c'est vraiment de proposer, de valoriser en fait l'ensemble des formes d'engagement possibles. Et donc c'est vrai que nous on est beaucoup à être en gros trentenaires dans cette association, mais après les personnes qui viennent nous voir et qu'on oriente vers d'autres associations sont pas du tout spécialement jeunes. Enfin, on n'a pas de classe d'âge particulière, quoi. Mais du coup, pour répondre à ta question, l'idée c'est peut-être une recherche de différentes façons de s'engager qui sont peut-être moins connues, moins valorisées, et donc c'est ces autres façons de s'engager qu'on essaye de faire connaître. Émilie, est-ce que tu aurais une autre dernière question? Oui, effectivement, une dernière question, simplement, c'est financièrement, j'imagine que vous avez besoin d'aide également. Est-ce que vous allez chercher vos aides à la mairie du 12e? Est-ce que vous avez des entreprises? Comment vous faites pour financer vos actions? Alix?
On se base pour Benenova, on se base en partie, c'est vrai, sur les aides de l'État, des collectivités, des fondations, et aussi beaucoup. Je pense que c'est un peu dans la même mouvance que l'ensemble du monde associatif. On se rapproche aussi pas mal des entreprises. Nous, on a un programme d'entreprise qui permet, c'est une sorte de team building, on appelle ça. En fait, on permet aux salariés d'entreprise, à un groupe de salariés d'entreprise, de s'impliquer sur une demi-journée, sur une journée un peu sur notre modèle, mais en un peu plus organisé et qui permet de donner un plus gros coup de pouce aux associations. Par exemple, je dirais la dernière mission, c'était hier, la dernière mission d'entreprise avec une grosse entreprise, et on a eu 150 salariés qui sont venus refaire totalement un jardin partagé à HR. Et du coup, voilà, en fait, je trouve que ce modèle de partenariat avec les entreprises, je trouve, est bénéfique pour tout le monde, parce que c'est bénéfique pour les salariés qui découvrent des projets d'engagement, qui découvrent le bénévolat, qui découvrent comment faire pour agir, pour l'association, bien sûr, parce que ça leur donne un coup de pouce, et pour nous, parce que ça nous permet de survivre. Donc, je trouve que voilà, il y a de plus en plus de choses à faire avec le monde des entreprises, sans perdre notre indépendance, sans perdre notre vision, nos valeurs, mais aujourd'hui, c'est un peu nécessaire. Julien, le modèle économique de Cap ou pas Cap ? Nous, c'est un peu effectivement comme Benenova. On a longtemps été financé quasiment exclusivement par des appels à projets publics et aussi par du travail de terrain dans les mairies, notamment beaucoup ici dans le mairie du 12e et du nord un peu de l'Est parisien. Puis aujourd'hui, on cherche en fait à pérenniser la trésorerie de l'association et donc aussi à diversifier les ressources. Et exactement comme Benenova, on considère qu'en fait les gens qui travaillent dans l'entreprise sont aussi et peut-être même avant tout des citoyens. Et que du coup leur parler aussi d'engagement et de citoyenneté au sein même de leur travail, en leur montrant toutes ces solutions qu'on a pu identifier au fil du temps et qui peuvent mettre en place, être accompagnées à mettre en place directement par ceux qui savent faire, donc les alternatives et ces associations, que l'on puisse penser à une AMAP dans une entreprise ou à effectivement des jardins partagés dans lesquels on peut aussi travailler avec les salariés, ou des boîtes à dons, des espaces d'échange, des espaces de débat. Et on travaille effectivement à proposer à des entreprises, des fondations d'entreprises, des formations, des espaces de discussion, des rencontres dans lesquelles on va identifier avec eux la thématique qui les touche le plus, qui les intéresse le plus, pour les accompagner à mettre en place et à apprendre aussi ces savoir-faire et à pouvoir non seulement être un salarié, mais aussi être un salarié qui est aussi un citoyen et qui agit dans le cadre de son travail, parce qu'on pense que justement il faut agir là où on est et ne pas remettre à plus tard cet engagement qui est pour nous indispensable et indissociable de la vie qu'on mène au quotidien. Écoutez, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, alors juste dire par rapport à cette question, nous on est ravis qu'il y ait des associations qui soient financées, je le dis avant de continuer mon intervention. Alors sur le modèle des villes en transition, comme de toute façon on n'a pas de structure au départ, on n'a pas de budget, donc on n'a pas besoin de financement, puisqu'on est sur un modèle très résilient, et après on trouve toujours des astuces en fonction des projets qu'on va créer. Par exemple, on s'est croisé un jour sur un projet de jardin partagé qui lançait quelque chose. On peut imaginer l'avenir, on en a un peu parlé, si on veut lancer un projet, faire appel justement à vous et avoir le temps d'une journée des gens qui viennent. Donc pour nous, on n'a toujours pas de budget. Si c'est des choses plus petites, on fait des gâteaux, c'est participation libre. Et ensuite, on a un programme économique. Donc pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment grand, mais l'idée, c'est très original. C'est l'économie de la transition. En fait, les projets, on va les financer par les habitants au niveau local, mais avec. C'est-à-dire qu'on va développer des projets locaux avec un lien organique entre les porteurs de projets et les gens qui habitent ici, pour que les gens qui habitent ici soient partie prenante du projet, pas sur une dimension économique, mais sur une co-construction. Donc il y a déjà des exemples en Angleterre qui sont très puissants, et en fait on n'en est pas encore là dans le 12e, mais on viendra sans doute petit à petit en grandissant à chercher ces modèles-là qui sont auto-organisés. Et en Angleterre, le plus gros projet qui a été fait sur cette base-là, c'est même pas de la production locale d'énergie, c'est un éco-quartier qui a été entièrement co-construit, ensuite élaboré et financé par les habitants. Donc ça va être un modèle de référence, je pense, dans le monde entier, où c'est en fait des habitants qui s'auto-organisent. Donc on peut aller très loin dans cette direction, et on en est qu'au début sur ce type de modèle économique. Donc je voulais juste le mentionner voilà. Et en tout cas, un modèle économique qui est tout à fait en résonance par rapport à la thématique abordée, permettre aux gens d'être toujours dans le mouvement, dans l'action, dans l'engagement, pour faire en sorte d'avancer sans doute vers des contrées
plus positive et donc je terminerai par un merci, un grand merci à tous les réellement le temps. Je voudrais juste rappeler très que pour court, l'indépendance financière des associations et de tous les collectifs citoyens qui s'engagent, le mieux reste encore le don citoyen, le don non seulement financier mais aussi d'action. Et du coup, je pense que toutes les associations ici essayent de développer leur indépendance financière. C'est ce qu'on fait à travers le guide pour agir qui est à prix libre. Et je pense que c'est important de rappeler que cet enjeu de l'indépendance financière, elle passe surtout par le don citoyen plutôt que par le mécénat d'entreprise qui est toujours un peu dangereux. Merci beaucoup à tous les 4 d'être intervenus sur notre plateau, si je puis dire. Et en tout cas, à très bientôt.